Pour planter un petit peu le décor, souvent on a tendance à dire les vins californiens. Là, ce qui vous est proposé aujourd'hui, bien sûr, c'est un vin de Californie, mais c'est avant tout un vin de la Napa Valley. La Napa Valley, c'est un petit écrin, exactement comme on pourrait considérer Saint-Julien, Pauillac, éventuellement donc Margaux, ça, dans le Médoc. Donc, il faut comprendre que la Napa Valley, c'est le summum au niveau terroir, bien sûr américain, mais terroir californien. Ça ne représente d'ailleurs en volume de vin pour la Californie que entre 5 et 6%. Donc c'est tout à fait, c'est epsilon, c'est rien du tout. Là, il vous est proposé quelque chose d'assez rare, et même je dirais très rare et très exceptionnel. C'est sûrement un des 5 meilleurs vins rouges américains, d'où un prix relativement élevé. Mais je vous engage à vraiment au moins en acquérir une bouteille. C'est donc la plus grande cuvée en plus de Diamond Creek, le Volcanic Hill. Diamond Creek, c'est un petit peu, avec Heinz, le père fondateur du grand vin, il faut quand même le dire, avec Ismaël Arroyo, qui est aussi à Calistoga, et Bryant Family, qui est un autre domaine très prestigieux. Trop souvent, on oublie de dire que le plus grand terroir est quand même en général toujours autour de ce qu'on appelle Diamond Mountain, qui est vraiment tout au nord de la Napa Valley. C'est vraiment un petit écrin, c'est entre la forêt de Mayacamas et de l'autre côté Sainte-Hélène, et la petite ville de Calistoga est vraiment en sandwich pris comme ça au pied des roches, et d'un espèce de vallonnement complexe, extrêmement aride, très austère, mais où là le Cabernet Sauvignon, bien évidemment, dans cette pauvreté de sol, sort des vins d'une dimension, d'une concentration exceptionnelle. Pas simplement qu'en puissance, mais en densité aromatique et en finesse de goût. Voilà, c'est très compliqué, il faudrait bien une heure pour vous expliquer tout le potentiel des vins de Diamond Creek. Élevage bien sûr extrêmement strict, mais au départ, un vignoble extrêmement bien entretenu, des tout petits rendements, on est souvent à moins de 20 hectolitres à l'hectare, d'où quand même aussi les prix élevés de la cuvée. Attendez-vous à un grand spectacle, un vin extrêmement riche, une grande densité, avec de très beaux tanins qui ne sont absolument pas astringents, ils sont très présents, mais c'est ça la classe des grands terroirs, c'est d'avoir une grande dimension de tanins, beaucoup de puissance de tanins, mais une qualité de poudré, comme je dis toujours, de douceur, de fondu, qui est exceptionnelle. Donc voilà, c'est un des 30 plus grands vins rouges aujourd'hui au monde, ça vaut le coup de casser votre tirelire. Là, il vous est proposé aussi aujourd'hui un pendant à ce grand rouge qui est Diamond Creek, qui est un autre très grand vin, mais cette fois-ci en blanc, qui est véritablement un des 3 meilleurs domaines en chardonnay, et non plus la Napa Valley, je dirais non pas de la Californie, mais de la Sonoma. Alors la vallée de Sonoma, elle est juste au-dessus, donc elle est un petit peu contiguë, évidemment elle se touche, c'est le prolongement un peu naturel de la Napa Valley. La Napa Valley a des sols qui favorisent la production de grands vins rouges, Cabernet Sauvignon principalement, même s'il y a de très bons Chardonnay, de très bons Merlot et de beaux Zinfandel. Mais la particularité de la Sonoma, qui se rapproche un petit peu plus, qui est un petit peu plus ventilée tout simplement par le maritime, favorise l'élaboration de cuvées de grands vins blancs. Les sols sont aussi un petit peu plus calcaires, très compact mais quand même relativement friable sur 1 mètre, 1,50 m, donc le chardonnay s'y plaît bien, c'est un peu moins chaud donc, que Napa Valley, on remonte encore un petit poil sur l'Oregon, donc on se refroidit un petit peu, ce qui fait que les maturités sont relativement lentes, et donc pour le chardonnay ça nous permet d'arriver à bonne maturité, mais pas en ayant brûlé, je dirais, la plupart des composés aromatiques qui se trouvent principalement dans les pots, d'où l'importance d'avoir des pots extrêmement saines. La famille Kistler est incontestablement la plus bourguignonne. Il y a une espèce de puissance naturelle du chardonnay, mais qui est toujours compensée par une pureté de jus, une pureté de goût, une fraîcheur, aucune lourdeur, comme la plupart quand même des chardonnays californiens qui sont souvent très massifs, très édulcorés.
Là, c'est pas le cas. Vous aurez vraiment un chardonnay de type vraiment, j'allais presque dire de vins qu'on ne fait plus malheureusement en Bourgogne, qui étaient ceux d'Edmond de Lagrange. J'y réfléchissais, je me disais, mais à quoi tu rapprocherais? C'est un Weinil donc de Kistler, ça me fait penser à ce que je goûtais il y a 25 ans chez le regretté Edmond de Lagrange, qui avait des bâtards comme ça, à la fois très opulents, qui étaient élevés très longtemps sur lit, donc des lits extrêmement fines, et quand je dis des lits extrêmement fines, c'est fine dans tous les sens du terme, c'est-à-dire fine sur le plan qualitatif, mais des lits fines sur le plan de l'apport d'une molécule bien particulière qu'on appelle l'épnanoate d'éthyle, qui donne ce petit côté unique aux vins qui ont cette qualité de peau, puisque les levures sont sur les peaux, qui est cette note ananas, qui est une note extrêmement rare, très subtile, que l'on sent très rarement, qui ne peut venir d'autre chose que des lits, et donc de cet élevage sur des lits de très belle qualité. Si vous n'avez pas des lits de très belle qualité, ça veut dire que si votre raisin n'est pas à parfaite maturité, vous ne pouvez pas avoir cette molécule-là. Donc vous n'avez pas ce côté brioché, beurré et fruité. Vous avez souvent une note citronnée, un peu brioche, un peu beurre, mais là vous avez cette grande molécule qui ne se retrouve que chez les grands, entre guillemets, vignerons, parce qu'il n'y a pas de grand vin sans homme de talent à la vigne, et c'est le cas des Kistler. Donc les prix élevés sont aussi là le fruit de rendements extrêmement serrés, d'un élevage très soigneux, relativement très long, là aussi bien sûr sous bois neuf. Ils prennent énormément de risques puisqu'ils souffrent extrêmement peu, les bois, donc on est vraiment sur des vins extrêmement peu soufrés, donc extrêmement naturels, mais donc avec des prises de risques importantes vu qu'il n'y a pas d'antioxydants rajoutés extérieurs, c'est le but du soufre, du SO2, qui au demeurant, s'il est bien dosé, ne pose aucun problème. Eux ont vraiment une politique très naturelle, presque, j'allais dire, naturaliste du vin. Ils ne veulent pas, au fond, trop, comment dire, que la main de l'homme puisse imprimer un petit peu trop un style particulier. Ils laissent vraiment le raisin s'exprimer, ce qui donne des vins extrêmement opulents, suaves, d'une très belle longueur en bouche, très puissant en alcool, mais jamais brûlant, ce qui est quand même rare sur les chardonnays américains qui ont toujours cette petite pointe alcoolisée en finale. Et je dirais qu'aujourd'hui, je considère les grandes cuvées comme Vanille ou leur gamme de parcellaires, puisqu'ils ont une gamme de parcellaires comme on le fait en Bourgogne, sont l'équivalent sincèrement des plus grands cantons Charlemagne et de la plupart des grands crus de Chassagne et de Puligny. Donc un bon achat, un achat culturel, acheter quelques bouteilles pour véritablement vous former et continuer à améliorer vos propres appréciations gustatives. Voilà.